bienvenue parmi nous pour échanger avec tout un tas de regards que je vais présenter très rapidement autour de cette question du jeu vidéo et de sa place, notamment dans le cours d'histoire. Je voulais tout simplement commencer par dire que, en tant que joueur, mais aussi maintenant, depuis une vingtaine d'années, professeur... Je disais en tant que joueur, et puis depuis maintenant un peu plus d'une vingtaine d'années, professeur d'histoire et géographie, mais également aujourd'hui chargé de formation auprès des professeurs, les plus jeunes parfois, mais aussi les plus anciens, dans le cadre de la délégation académique au numérique sur l'Académie de Lyon. Je me suis toujours intéressé à l'usage en classe des jeux, alors des jeux d'une manière générale, mais également à réfléchir à l'introduction de ce médium culturel mondialisé qui est aujourd'hui le jeu vidéo. Alors sans rappeler des souvenirs d'anciens combattants qui parleront peut-être aux plus anciens, peut-être un peu moins aux plus jeunes, et le public en face de moi nous rajeunit considérablement. J'ai souvenir par exemple en 97 quand j'ai commencé d'utiliser un jeu qui s'appelait Versailles 1685, complot dans la cour du roi. Ça parle à certains de mes camarades à côté, mais c'est bien entendu l'usage de civilisation, de Caesar, sans oublier quand même, parce que moi je suis pas historien, je suis historien et géographe en fait, en tant que professeur du second degré, mais c'est aussi par exemple le jeu SimCity, et puis bien entendu, ce sont les différents volets d'Assassin's Creed d'Ubisoft qui m'ont permis de voyager dans la Florence du XVIe siècle, à Damas, et puis plus récemment dans le Paris révolutionnaire ou encore dans le Londres du XIXe siècle. Aujourd'hui, on peut remonter à l'Antiquité avec Origins et Odyssée et voyager en classe dans un univers absolument fabuleux, mais aussi un univers qui est extrêmement questionnant. Voilà. Il y a déjà 3 ans, ici même, alors pas dans cet amphithéâtre, mais en tout cas au rendez-vous de l'histoire de Blois, le comité pédagogique et scientifique m'avait donné l'occasion d'organiser avec un géographe à Blois, c'est rare, une table ronde un petit peu sur ce format-là, autour de la notion d'empire dans les jeux vidéo, puisqu'en 2015, si vous vous rappelez, pour ceux qui étaient là, c'était la question de l'empire, et on avait donc déjà pu questionner ce médium, et je voulais, en introduction, quand même remercier encore une fois le comité pédagogique et scientifique des rendez-vous de l'histoire de nous avoir à nouveau fait confiance pour, dans le cadre du plan national de formation, organiser cet atelier, qui est à la fois un atelier qui rapproche la recherche universitaire, mais également les pratiques enseignantes dans le second degré. Ce sont des moments qui sont rares, sont souvent des moments exceptionnels, et j'espère que cet après-midi, cela en fera partie. Donc voilà, interroger le médium jeu vidéo, c'est interroger le quotidien de nos élèves, c'est interroger aussi un produit mondialisé qui, on va le voir, utilise l'histoire, qui utilise aussi, et c'est le thème de cette année à Blois, la puissance des images par leur capacité immersive, notamment avec les technologies actuelles, et qui parfois, pour l'esprit de nos élèves, qui sont perméables et malléables, parfois eh bien, ces jeux peuvent faire vérité, le beau peut devenir vrai, le jeu vidéo devient, et c'était un petit peu cette question qu'on cherchait à poser, le jeu vidéo devenant peut-être une machine à remonter le temps. Et finalement, cette possible concurrence du discours sur l'histoire nous interroge tous ici présents. Je pense d'abord aux historiens, aux sociologues, aux enseignants, aux éditeurs de jeux, aux étudiants, aux élèves, ou encore même, je suppose qu'ici, nous sommes nombreux à être parents. Et c'est pourquoi, finalement, quand l'idée a émergé d'organiser cette table ronde, j'ai tout de suite souhaité croiser les regards. Alors c'est pour ça qu'ici sont réunis d'abord des regards d'historiennes et d'historiens,
la présence de Laurie Nuria-André, historienne de l'art, plasticienne, éditrice, qui est spécialiste notamment du paysage dans l'antique et qui s'intéresse dans ses travaux dans un ouvrage que je vous conseille qui s'appelle Game of Rome, qui va bientôt être de nouveau disponible, puisqu'il est en rupture de stock par son succès, donc qui questionne l'antique et les représentations de l'antique dans les médiums contemporains et en particulier dans le jeu vidéo, mais pas que, dans la bande dessinée et dans le cinéma. Et puis le regard de l'historien. Je ne sais pas si je dois encore présenter Jean-Clément Martin, professeur émérite à l'Université Sorbonne Paris 1, qui, bien entendu, est spécialiste de la Révolution française, mais qui, à ses heures perdues, a travaillé pour Ubisoft comme conseiller scientifique dans le volet de la série Assassin's Creed, notamment consacrée à la Révolution Unity, et qui a d'ailleurs, suite à une politique, on discutait à midi du Mélenchon Gate, avec Laurent Turcot, offert une réponse finalement, puisque vous travaillez aussi avec l'historien canadien Laurent Turcot, une réponse dans un ouvrage qui s'intitulait Au cœur de la Révolution, notamment les leçons d'histoire d'un jeu vidéo, et votre expérience à ce titre sera très enrichissante pour nous. Mais je parlais également d'interroger le sociologue, et là je me tourne vers Vincent Berry, maître de conférences, notamment au sein d'un laboratoire Experis, c'est ça, et qui s'intéresse dans ses travaux à finalement, mais qui sont les joueurs, notamment. Magnifique enquête que vous aviez menée d'ailleurs avec Samuel Ruffa et Auric Termination sur cette question-là, qui joue en France, qui sont-ils, où jouent-ils, à quoi jouent-ils, et qui s'intéresse aussi beaucoup, et là ça sera très intéressant pour, en tout cas, moi enseignant, aux relations aussi qui existent entre jeu et apprentissage, et on évoquera, je crois, ces questions-là. Et puis également, comment faire sans un prof d'histoire-géographie, parce que je ne suis pas schizophrène non plus, donc il faut que j'anime la table et je ne peux pas non plus faire les deux en même temps et intervenir. Alors, quoi de mieux que d'avoir William Brou à côté de nous, professeur d'histoire-géographie à Clermont-Ferrand, qui enseigne dans un collège de réseau d'éducation prioritaire, et qui enseigne depuis pas non plus si longtemps que ça, et c'est moins dinosaure que moi, 6 ans, mais qui tout de suite, je crois, a intégré la question du jeu vidéo dans sa pratique, notamment, je crois aussi, à la découverte des élèves qui pratiquent le jeu vidéo dans son collège, et qui du coup en a même fait une chaîne YouTube qui s'intitule Histoire en jeu. Donc en fait on a un youtubeur, on n'a pas Nota Bene comme ce soir à 17h, mais on a William Brou, c'est pas mal non plus. Voilà. Et puis enfin, on ne pouvait pas non plus continuer de s'interroger sur cette question sans que les concepteurs et les fabricants de jeux vidéo quand même soient présents à la table. Donc nous avons à ma gauche Thomas Guindeuil qui travaille donc chez Ubisoft, alors qui est conseiller, je traduis en français parce que c'est le terme générique de sa mission chez Ubisoft, voilà. Et donc c'est un conseiller inspirationnel en contenu, si on traduit de manière assez littérale. Alors autant dire qu'en fait il se décrit plutôt, il est historien de formation, et donc il se décrit plutôt comme un conseiller scientifique, en particulier en charge justement de recruter des gens comme M. Jean-Clément Martin pour travailler sur les jeux, mais également conseiller les différentes équipes mondiales qui travaillent sur ces jeux. Et ça me paraissait très important, et je remercie vraiment Ubisoft là d'être présent parmi nous, parce que croiser des regards sans avoir ceux qui fabriquent le jeu, je trouvais que c'était un véritable manque. Voilà. Donc je fais le vœu, en tout cas, que ces regards croisés, que la richesse de nos échanges vont nous permettre d'appréhender au mieux ce médium et son entrée dans la classe. Et on a réfléchi tous ensemble à organiser finalement cette table ronde d'abord comme un échange très informel et comme une probable discussion autour quand même de 3 axes. Un premier qui tournera autour du contexte, et en particulier l'intervention de Vincent Berry sur justement les pratiques adolescentes. Dans un second temps, on s'intéressera au cœur de cette table ronde qui est la question des images et de leur représentation et de leur pouvoir notamment. Et puis dans un dernier temps, un temps qui sera aussi un temps de conclusion et de mise en perspective, et puis ensuite d'échange avec vous, d'essayer de mettre en perspective et en résonance pédagogique le jeu vidéo, et de réfléchir à son éventuel, en tout cas c'est pour ça qu'on est là, pour son entrée pleine et entière dans nos classes. Voilà, donc je vais laisser la parole peut-être par une première question à Vincent Berry. Finalement, si on voulait contextualiser un petit peu ce médium qu'est le jeu vidéo, d'un point de vue en particulier, mais pas que,
mais en particulier d'un point de vue de nos jeunes adolescents. Quel état des lieux peut-on dresser? Qui joue? Où joue-t-il? À quel type de jeu il joue? Qu'est-ce qui se joue aussi derrière? Je vous laisse, Vincent, la parole. Merci. C'est une question vaste. Alors, ce qui est toujours compliqué quand on fait des enquêtes sur les pratiques de jeux vidéo, c'est qu'est-ce qu'on va mettre derrière le terme de jeu vidéo. Parce qu'en fait, selon l'acception, selon les catégories que vous construisez, en fait, vous allez avoir... bon, c'est le truc, maintenant il n'y a plus de surprise, mais sur l'enquête qui a été évoquée ici, qui était une des premières, pas la première enquête sur le jeu vidéo, mais qui était une première enquête sociologique avec des hypothèses sociologiques, hein, c'est-à-dire d'essayer de comprendre la stratification sociale des pratiques selon les milieux sociaux. On trouve beaucoup d'enquêtes sur le jeu vidéo, mais ces questions-là n'est jamais vraiment centrale. Donc sur une enquête qu'on avait menée en 2014, donc on avait pris une acception large, et contrairement aux enquêtes précédentes, on avait intégré des jeux très divers. Et donc un des résultats assez surprenants de l'enquête, c'était que très loin devant Assassin's Creed, très loin devant GTA, très loin devant World of Warcraft, très très loin des jeux dont on nous parle tout le temps, on avait un jeu qui était massivement pratiqué par les Français, adultes et jeunes, et qui était... le solitaire. Alors, ce qui est intéressant, c'est que une fois dans le cadre d'un article, je crois que c'était l'Express, je raconte ça aux journalistes, je donne quelques résultats, et puis je crois que c'est titré, parce que c'était la sortie de GTA 4, je crois, ou GTA 5, non, GTA 4. Et donc je lui disais, mais au bout d'un moment, je voulais parler d'autre chose, et je lui dis, non mais GTA, c'est pas grand chose à côté du solitaire. Donc ça a été titré, ça s'est retrouvé sur les forums de jeuxvideo.com, où les joueurs étaient fous de rage, plutôt les jeunes, fous de rage en disant, mais qui c'est ce type-là, comment il ose comparer GTA et le solitaire. Alors, ça veut dire quelque chose sociologiquement, c'est que la pratique du jeu vidéo, elle est très stratifiée en réalité. C'est une pratique massive, donc pour rentrer un peu dans le détail, donc c'est une pratique culturelle, bon, qui est très intensive en fait chez les adolescents, et en fait c'est chez les enfants qu'elle est la plus forte. Donc on a un modèle de montée du jeu vidéo, alors de plus en plus jeune, hein, plus les enquêtes avancent. Donc si on intègre par exemple les petits jeux que les parents donnent sur les smartphones, on a des pratiques de jeux vidéo, vous avez des éditeurs comme Génération qui sont spécialisés là-dessus, donc qui commencent à partir de 3 ans. Et vous avez un modèle qui est de 3 à 12, 13, 14 ans. Alors pour les filles, c'est un peu plus... Et puis, vous avez une espèce de plafond et ensuite de décrochage petit à petit. Donc c'est une pratique qui est très liée à la question des jeunes. Et vous avez un double modèle qui est que ce qui caractérise les jeunes enfants et adolescents et jeunes adultes, enfin les jeunes adultes ça décroche un peu, mais enfants et adolescents, c'est une diversité des pratiques de jeu. Donc ils jouent au solitaire aussi. Donc il y a une corrélation forte avec l'âge, hein, entre le solitaire et l'âge. Mais ils jouent à tout, en fait, et ils ont un effet de goûter, hein, ils goûtent à toutes les formes de jeu, et c'est en fait à l'adolescence que commencent à se stratifier les pratiques avec des préférences pour certains types de jeux. Et là, on va avoir des effets de stratification avec, on va trouver des jeux, je vais arrêter, avec des stratifications, avec des jeux qu'on va trouver plutôt dans les milieux favorisés. On va trouver par exemple les jeux de stratégie en temps réel, certains jeux de simulation qu'on va trouver plutôt dans les classes moyennes et classes moyennes supérieures. Vous avez des jeux qui sont transclasses, hein, chez les adolescents, donc qui sont par exemple FIFA à l'image du foot en fait, hein, qui va en fait être à peu près central. GTA et les FPS qu'on va trouver plutôt dans les milieux populaires. Mais quand même, ce qui caractérise l'enfance et l'adolescence, c'est une grande diversité, et petit à petit, hein, on va se stabiliser sur certaines formes de jeu. Donc après, les autres différences qu'on va avoir, donc on va trouver quelques différences en fonction des genres et des milieux, dans l'adolescence. Ce qui est intéressant, c'est que contrairement à d'autres pratiques culturelles, vous avez un décrochage total entre les pratiques parentales et les pratiques des parents. C'est ce que je veux dire par là, c'est qu'avant, on pouvait dire le jeu vidéo, c'est un truc de jeune. Bon, maintenant, ça a plus de 40 ans, 50 ans. Donc vous avez un effet démographique, c'est de parents qui ont été joueurs,
et qui jouent aux jeux vidéo, enfin qui continuent même à jouer. Et donc on se posait des questions de transmission, par exemple. Est-ce que les parents ont des effets de transmission? Et dans les enquêtes qu'on a, la transmission est relativement faible. Parce que le jeu vidéo reste un élément d'autonomisation de l'adolescence. C'est-à-dire, en gros, je vais jouer à des jeux, mais auxquels jouent les copains, comme une marque en fait d'autonomie. Hein. Et même si... alors, chez les enfants, les jeunes enfants, ils n'ont pas le choix. Hein, les parents leur donnent des jeux vidéo. Donc là, on voit des effets de parentaux, mais à partir de 8, 9, 10 ans, en fait, ils jouent hors de contrôle, en fait, au profit de la communauté des copains, des amis, la communauté des pairs. Donc on a un modèle aussi d'autonomisation très fort, donc une culture vidéoludique qui est complètement prise dans les sociabilités juvéniles. Le dernier point en fait qui est caractéristique, donc vous avez en fait le jeu vidéo c'est très caractérisé par l'âge, donc c'est vraiment la variable qui vous permet de comprendre les distributions. Les milieux sociaux chez les adolescents jouent un peu mais plutôt tardivement. Hein. Et puis la dernière en fait caractéristique c'est effectivement la question du genre, hein, qui reste en fait une variable vraiment, elle est structurante dans beaucoup de pratiques culturelles, hein, mais dans le jeu vidéo, elle joue à plein régime et elle est à la fois clivante, hein, c'est-à-dire que vous allez avoir des jeux avec une surreprésentation de pratiques, enfin de public masculin, et puis des jeux où on va trouver. Alors, le solitaire, c'est j'ai évoqué le jeu le plus joué. En fait, dans la dernière enquête qu'on est en train de terminer dans le cadre du dispositif Ellipse, c'est Candy Crush qui reste, qui est avec le solitaire en fait le plus joué, et vous avez un public féminin très important autour de Candy Crush. Et qui, en termes de fréquence, vaut bien les MMO, vaut bien les jeux les plus immersifs. Il suffit de prendre les transports en commun tous les jours et vous accumulez à la fin de la semaine un bon palmarès d'heures de jeux. Alors, vous avez un modèle donc, de genre, enfin une variable de genre qui va séparer les pratiques, mais ce qui est très caractéristique, c'est que les adolescentes ou les filles, en fait, ont une culture ludique, une culture vidéoludique beaucoup plus riche que celle des garçons. C'est-à-dire qu'en fait, on va trouver un modèle qui est à peu près le même dans les autres pratiques ludiques ou même pratiques culturelles, c'est-à-dire un modèle de domination masculine. Ce que ça veut dire qu'au fond, c'est les jeux auxquels jouent les garçons qui sont les plus valorisés. Et donc, en fait, on va trouver, c'est quelque chose qu'on trouve dans les études sur le jeu, si vous regardez une cour de récréation, par exemple, vous allez avoir toujours la même variable, qui est que vous allez avoir statistiquement plus de petites filles dans la cour qui vont aller jouer au ballon, à des jeux dits de garçons, avec tous les guillemets possibles, hein, ou traditionnellement associés aux garçons. Et en revanche, l'inverse va être beaucoup plus faible, c'est-à-dire très 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 peu de garçons qui vont... Et donc ça se vérifie pleinement dans le jeu vidéo, c'est-à-dire que vous avez des genres de jeux vidéo dans lesquels les adolescentes ou les jeunes filles naviguent beaucoup plus facilement. Donc on les trouve aujourd'hui dans les jeux compétitifs. Hein. On va les trouver dans les jeux, dans la League of Legends, on va les trouver en e-sport, donc, qui est marqué par la masculinité. En revanche, vous allez trouver très peu ou très à la marge, ou de façon cachée, des pratiques masculines dans des domaines traditionnellement ou massivement pratiqués par les filles. Je pense typiquement au dating sim, dont on parle très peu, qui sont des jeux de séduction. Hein. J'ai une doctorante, donc je fais la promo de son travail, qui est très intéressant, qui étudie Amour sucré, par exemple. Voilà. Qui se fait souvent rire, mais qui est un jeu massivement pratiqué où on verra très peu de garçons, même s'il y en a, qui jouent là-dessus. Donc pour terminer là-dessus, chez les adolescents, clairement, on est à plus de 90% en fait, de pratiques régulières chez les enfants et les adolescents, avec quand même des effets selon les milieux sociaux en termes de cadrage de l'activité. Plus les gens sont diplômés, en fait, plus l'activité est cadrée chez les enfants. À partir de l'adolescence, on est à des niveaux à peu près comparables en termes de jeu. La deuxième variable qui est importante, c'est l'âge. L'âge, c'est une grande diversité de pratiques de jeu. Et plus on vieillit, non seulement plus on réduit sa pratique de jeu, et plus notre curiosité, ou en tout cas notre diversité de formes de jeu, se réduit. Merci Vincent pour ces premiers éléments de contexte qui me semblent importants pour qu'on puisse un petit peu aussi de savoir de quoi on parle. Et pour continuer de définir un peu plus ce médium, je voudrais d'abord demander à Thomas Guindeuil finalement de nous montrer à l'échelle d'Ubisoft comment on est face à un produit culturel mondialisé
Et finalement, qu'est-ce que c'est qu'Ubisoft aujourd'hui en termes de salariés, en termes de studios et de travail, et en découvrant peut-être que c'est vraiment une échelle planétaire. Et puis questionner également, alors je ne sais pas, peut-être William Brou ou Vincent à nouveau, mais questionner aussi un petit peu la place de l'histoire comme habillage narratif justement dans les jeux vidéo auxquels jouent nos adolescents, peut-être plus de garçons que de filles, mais en tout cas de questionner, de revenir du coup à l'histoire sur finalement la place de l'histoire comme toile de narration dans nos jeux, et quelle histoire, en tout cas, ou quelle période de l'histoire sont données. Donc je laisse la parole d'abord à Thomas sur finalement ce produit mondialisé, symbolisé par Ubisoft aujourd'hui. Oui, et chez Ubisoft, le traitement de l'histoire en plus occupe est quelque chose d'important dans notre catalogue, en plus du fait d'Assassin's Creed, mais pas seulement, en fait on trouve de l'histoire ailleurs. Et c'est marrant, on en parlait tout à l'heure, en fait, ce traitement de l'histoire, il faut réussir à savoir d'où est-ce qu'il vient. Et c'est très difficile en fait d'identifier l'origine de ce traitement-là quand le produit est mondialisé à ce point-là. Ubisoft, c'est aujourd'hui 14 000 personnes qui travaillent partout dans le monde. En fait, il n'y a aucun jeu qui est développé uniquement, aucun jeu AAA, disons un blockbuster, qui est développé uniquement dans un pays. Et donc, si je prends l'exemple du dernier jeu sur lequel j'ai travaillé, sur Odyssey, Assassin's Creed Odyssey, en fait, il est développé par un studio à Québec, donc la ville de Québec, qui a dû, j'espère que je ne dis pas de trop grosses bêtises, mais culminer à 400 salariés au pic de sa production. Et puis, en fait, on a énormément d'éléments du jeu qui, si vous voulez, le jeu est tronçonné en petits éléments. Je tiens un exemple, par exemple. Toute la partie navale du jeu est développée à Singapour, qui en a fait sa spécialité d'excellence. Ils en avaient fait déjà leur thématique principale pour Black Flag, par exemple. Et en fait, on arrive à un bon millier de collaborateurs impliqués sur le cycle de production. Ça veut dire qu'en fait, le jeu... Alors, la société est française, ne l'oublions pas, le siège est à Montreuil, Paris. Et donc en fait, on a un jeu qui est, j'ai envie de dire, éditorialisé à Paris. Moi, j'appartiens au département éditorial d'Ubisoft, donc en fait, ce sont les lignes qui guident la production du jeu, mais produit réellement au Québec, avec une équipe qui est composée de plein de nationalités, mais en grande partie des Québécois, des Canadiens, des Américains et des Français. Donc ça va forcément créer un filtre. Quand on parle de Unity, c'est un traitement de la révolution qui est clairement produit en Amérique du Nord, par exemple, et ça se voit, je pense. Voilà, en tout cas, ce que je voulais dire, c'est que ce traitement, en fait, par tout un tas de nationalités différentes d'une même thématique et donc d'un même sujet historique, aboutit forcément à quelque chose qui justement recherche le consensus, par exemple, ou à un traitement en tout cas qui ne va pas forcément être celui qu'on a l'habitude, nous, en français par exemple, le traitement de Unity par exemple, a pu créer cette réaction-là en France, mais n'a créé absolument aucune réaction de ce type en Amérique du Nord, du fait des histoires différentes, tout simplement. Voilà. Justement, voilà, peut-être William et Vincent pourra peut-être compléter, mais peut-être quelques éléments justement sur la place de l'histoire dans les jeux et cet habillage narratif qui nous conduira tout doucement à arriver aux images finalement qui sont présentes dans ces jeux. Oui, alors les jeux historiques apparaissent dans les années 80. Avec les tout premiers jeux d'arcade qui avaient juste un habillage historique mais qui ne racontaient pas finalement grand chose de l'histoire. Et on voit en tout, on a à peu près plus de 1700 jeux qui parlent d'histoire ou qui utilisent l'histoire. Il n'y a pas le tri entre les jeux grand public, les jeux mainstream, les jeux indépendants, les petits DLC, ça demanderait d'être un tout petit peu affiné. Mais on voit clairement d'une part qu'il y a une augmentation du nombre de jeux à partir des années 2000. Donc, plusieurs raisons à ça. Déjà, il y a les premiers FPS grand public qui sortent, notamment Medal of Honor. Et on a aussi un développement des premières consoles grand public avec la PlayStation 2 notamment, qui est une des consoles les plus vendues, donc forcément des consoles qui sont plus grand public, qui sont plus achetées, donc plus de jeux qui sont produits, et donc plus achetés, plus joués aussi. Deuxième information qui ressort de ce graphique finalement, c'est une très grande domination de la place de l'époque contemporaine dans les jeux vidéo. Si on fait le calcul, j'ai un calcul très rapide,
Il y a 16 jeux pour la préhistoire, 239 pour l'Antiquité, 205 en tout depuis 1980 sur le Moyen-Âge, 281 pour la période moderne, 918 pour la période contemporaine, pardon, et 43 qui sont transpériodes, donc notamment les jeux civilisation dont tu parlais tout à l'heure. Et parmi ces 918 jeux sur la période contemporaine, 80% sont sur la Seconde Guerre mondiale, donc ça on apprend beaucoup sur notre mémoire, notre vision de l'histoire. Il faudra ensuite affiner avec les différents développeurs, qui produit où, etc. Mais ça demande une étude un peu plus poussée que celle que j'ai pu faire. Deuxième chose, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Vincent tout à l'heure. Ça fait en effet 6 ans que j'enseigne. Et depuis 6 ans, je demande quand même en début d'année à mes élèves s'ils jouent. 90% disent oui. Je leur demande la fréquence, hein, donc toute fréquence confondue, 90% jouent. Filles, garçons, à peu près le même type de pourcentage, il n'y a pas vraiment de... Là, on ne voit pas vraiment de différence. Et ensuite, je leur demande, une grande catégorie, j'ai pas le temps de faire un guide de tous les jeux auxquels ils ont pu jouer, mais je leur pose la question s'ils ont joué à Assassin's Creed, Call of Duty et Battlefield. Assassin's Creed, ils ont quasiment tous joué, au moins une fois, au moins touché. Call of Duty, quasiment tous aussi, alors plus de garçons que de filles. Et Battlefield, par contre, très peu. Et donc, ça c'est une marque de génération, hein. Je pense que moi je suis plus Battlefield que Call of Duty, par exemple. Donc j'ai une question de vous, là, plutôt. Mais surtout, ce que j'ai pu noter, c'est qu'en fait, ils jouent à des jeux qui ne sont pas forcément de la dernière génération. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas jouer au dernier Call of Duty, ils vont jouer à celui qui est 2-3 anciens. GTA, pareil, c'est pas GTA 5, mais GTA 3. Et il y a un décalage, en fait, par rapport à ça. Et raison pour laquelle je leur demande, c'est que je ne fais pas d'études sociologiques, j'en ai pas encore le niveau, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir si mes élèves ont déjà des connaissances, et si quand je vais leur montrer un jeu, est-ce que ça va déjà leur parler? Est-ce qu'ils ont déjà vu ce type d'image? Est-ce qu'ils ont déjà pratiqué différents types de gameplay? C'est intéressant, parce qu'on y reviendra justement. Je pense que la connaissance du jeu, c'est le visuel, mais c'est aussi beaucoup le fait de manipuler le jeu et d'avoir les différentes règles du jeu et de les connaître. Et d'ailleurs, pour rebondir, moi j'ai des lycéens qui aussi jouent, et filles, garçons, et notamment c'est intéressant sur les volets d'Assassin's Creed parce qu'ils y jouent tous, et c'est Fortnite aussi, vous connaissez Fortnite avec ils y jouent tous, hein, mais ils y jouent pas de la même manière, enfin, c'est ce que disait Vincent. Moi, ma fille, je vais parler de ma fille, pas de mes élèves, mais comme ça je vois mieux ce qui se passe à la maison, mais ma fille, quand elle joue à Unity, par exemple, c'est pour se balader dans Paris, hein, finalement c'est pas pour faire du shopping. Et dans Fortnite, c'est marrant parce que ma fille, c'est pareil, elle y va pas pour tuer tout le monde, ce qui est le cas plutôt de mes fils, mais elle y va pour deux choses, se balader, se cacher dans les bois et danser. Et du coup, il y a un vrai détournement de l'interface du jeu, et c'est aussi assez intéressant. Enfin, c'était pour l'anecdote, mais ceci dit, le cadre est brossé, on va peut-être rentrer dans le vif du débat et dans le vif du sujet qui nous interroge ici. Laurie, vous avez récemment écrit un article dans Le Monde, enfin en tout cas, vous avez été récemment interrogé dans Le Monde sur la sortie de Odyssey, et du coup, il y a le titre de l'article qui est une phrase que vous avez dû dire un passage à un moment donné de l'interrogatoire, me permet d'entrer tout de suite dans le débat, parce que vous avez dit finalement Odyssey, hein, donc pour tout le monde quand même peut-être, c'est le dernier volet de la série Assassin's Creed de Ubisoft, qui se passe donc dans la Grèce antique, et donc en tant que spécialiste du paysage de l'antique, vous avez dit finalement c'est une carte postale de la Grèce, mais ce n'est pas un cours d'histoire. Alors, du coup, on est vraiment dans le vif du sujet sur ces images. Voilà, stéréotypes, quelle représentation, en particulier ici, puisque on parle de l'Antiquité, on peut avoir dans ces médiums contemporains, les écarts, en quoi cela est questionnant. Je pense que du coup, on dérivera très vite vers la Révolution française, notamment. Voilà, puissance de ces images, capacité immersive. On y reviendra également peut-être avec Vincent sur le virtuel et le réel. Merci d'avoir rappelé le côté un petit peu polémique de cet article dans Le Monde. Alors voilà, phrase de Banois, mais bon, si peut-être, je ne sais plus, c'est issu de l'interview avec William Oduro, que je salue. Voilà. Je pense, voilà, il y a quelque chose de... Bon, c'est une punchline, mais elle dit, elle fait son travail. Et c'est vraiment ça qu'il faut sentir. Alors bon, il faut avancer pas à pas avec ce problème-là, parce qu'il ne faut pas imaginer, il ne faut pas dénigrer l'univers du jeu vidéo, ce qui peut nous apprendre de notre regard sur les périodes historiques, et donc
aussi pour le travail de l'historien, sous prétexte qu'il fonctionne avec des stéréotypes. Souvent, parce que le stéréotype, on va dire, il a tendance à être faux, du point de vue de l'historien, d'accord ? Alors, néanmoins, un stéréotype, ça n'est pas ex nihilo, donc il faut à tout prix, je pense, et là c'est vraiment quelque chose que je crois qu'on défend tous à cette table, y compris notre collègue d'Ubisoft, enfin il corrigera, je veux parler en son nom, mais il est nécessaire à l'heure actuelle de laisser une partie du discours aux spécialistes d'histoire sur le jeu vidéo. Pourquoi ? Pas parce qu'on a envie de vous embêter en vous disant que vous jouez à des jeux qui vont véhiculer des idées fausses, erronées sur l'histoire. Pas du tout, ce n'est pas le propos, on ne fait pas la guerre, on travaille ensemble. Il faut qu'on travaille ensemble, il faut que vous nous laissiez faire notre travail de spécialiste pour vous apprendre à lire une image et qu'est-ce qu'il y a derrière cette image que vous côtoyez tous les jours quand vous jouez aux jeux vidéo. Ceci étant dit, à titre personnel, n'étant pas une historienne pur sucre comme mon collègue à côté, je travaille plutôt moi, sur l'histoire des images. Voilà. Et donc j'intègre dans mon travail l'esthétique, c'est-à-dire que je vais regarder comment elle se construit vraiment par rapport à tout un héritage de ce qu'on appelle les schèmes, en fait, les grands schèmes artistiques. Voilà. Et après je vais essayer de vous expliquer ce que ça dit. Du coup, je me suis perdue dans mes méandres, tout ça pourquoi voilà, parce qu'il faut laisser, si vous voulez, on remet les choses à leur place. On va vous expliquer ce qui est juste et faux d'un point de vue historique, mais aussi on va regarder, c'est ça que moi j'aime regarder en plus, après avoir fait la part des choses entre le vrai et le faux historique, enfin, je prends des grandes catégories, d'accord ? Je vais regarder tout ce que le jeu vidéo va apporter, et il faut absolument, et ça je le défends, laisser l'entière liberté aux jeux vidéo d'explorer l'imaginaire, la fiction et la richesse qu'il peut nous apporter. Donc vous voyez, c'est pas travailler contre des univers, c'est faire rencontrer des univers qui sont peut-être très hétérogènes à la base et qui finalement vont donner quelque chose, un nouveau produit. Et il faut regarder voilà, ce que ça donne. L'Antiquité dans les jeux vidéo, pour revenir vraiment sur le volet Odyssée, et là être vraiment avec des exemples concrets, comme je l'ai dit, c'est pas, la question c'est pas le mythe il est vrai ou il est faux, le produit créé par Ubisoft, il est et vrai et faux, d'accord ? Et ça c'est important et ça ne nous dira pas, vous apprendrez des choses sur l'Antiquité, oui vous en apprendrez, mais vous ne pourrez pas avoir un discours, si vous voulez, de spécialiste grâce à ce jeu vidéo. Par contre, ce que vous aurez en face l'image mentale de qui vous êtes, en fait, de la société du 21e siècle. Et c'est ça qui est intéressant. On va en apprendre plus sur nous, en fait, que sur l'Antiquité. Ce qui ne veut pas dire que c'est pas intéressant, que tout est faux, d'accord ? Donc ça, c'est laisser surtout la place au travail, j'arrête pas de le dire, au travail artistique. Pour moi, c'est un travail artistique qui est produit. La qualité des images, la perfection, la maîtrise, l'engagement personnel des game designers dans leur travail, c'est quelque chose à valoriser. Vraiment, c'est très important. On ne peut pas, sous prétexte que c'est un produit marketing commercial qui a des fins, oui, bien sûr, tout le monde veut gagner du fric, ouais. Enfin, je veux dire, voilà, enfin, est-ce que c'est grave voilà, néanmoins, ça n'enlève pas, si vous voulez, voilà, moi je pense qu'il y a des vrais artistes dans les bureaux d'Ubisoft qui travaillent. D'ailleurs, il y a un musée qui a rendu vraiment hommage à tout le travail qui est fait, c'est le musée à Paris des arts ludiques, ils ont fait toute une expo sur voilà, la dimension artistique des jeux vidéo. Voilà, et ça, moi, c'est quelque chose qui me touche personnellement et sur quoi j'aime travailler. Voilà. Et du coup, peut-être pour approfondir cette question de l'interprétation de l'histoire, finalement, est-ce que le jeu construit un nouveau rapport au passé ? Alors, je pense notamment finalement à cette image qu'on a de la Révolution française qui a défrayé la chronique.
notamment aussi sur cette question de la violence. Là, j'ai une image devant moi que je n'arrive pas à vous projeter, d'une magnifique guillotine avec un drapeau français décoré avec en toile de fond la cathédrale Notre-Dame qui surplombe. Voilà, est-ce que là on est dans du stéréotype dans la représentation et est-ce que pour vous, là aussi, Jean-Clément Martin, en tant qu'historien, ça vous questionne, ça vous interroge plus particulièrement? Bon, je ne couperai pas quand même quelques éléments de biographie. Et je ne vais pas vous étonner si je vous dis que je n'ai jamais joué à un jeu vidéo. Je continuerai en disant que mes enfants n'ont jamais joué à un jeu vidéo. J'ajouterai enfin que je pense que mes petits-enfants ne jouent pas aux jeux vidéo. Donc autant dire que je n'y connais rien. Voilà. Les choses sont claires. Et que quand j'ai été contacté par Ubisoft, en revanche, je pense que j'étais en haut de la liste. Donc je ne m'attribue pas d'autres mérites. J'ai trouvé que c'était une idée absolument formidable. C'était une idée formidable parce qu'il me semblait qu'il était absolument obligatoire de faire prendre conscience aux profs de plus de 40 ans que leurs... oui, je pense que c'est la bonne base. Que leurs élèves jouaient, je ne pensais pas que c'était à ce point-là, tous aux jeux vidéo. Bon. Et que dans le même temps, je dois dire aussi que j'étais absolument emballé par la fantasy et par Game of Thrones, mais Game of Thrones, que je prends moi pour un tournant extrêmement important dans les fictions historiques, et qu'il me semblait vraiment fondamental de dire, vous en pensez tout ce que vous voulez, mais faites attention, les 13-25 ans lisent de la fantasy. Il suffit d'aller aussi au colloque d'Épinal sur la fantasy pour voir que c'est ce public-là qui est là présent. Bon. Donc on aime, on n'aime pas, c'est pas la question. Et il me semble que là, il y a la nécessité, est-ce que je peux revenir? Voilà. Ça, c'est tiré effectivement d'une image d'une bande d'Ubi. Est-ce que c'est patronné par Ubi? Je ne pense pas. Hein. Je pense que c'est un concept là. Oui, bon, donc voilà. Alors, moi, ce qui me semble intéressant, donc c'était lié effectivement au jeu vidéo de 2016. Ce qui me semble intéressant là-dedans, c'est que vous avez Notre-Dame, vous avez une guillotine, si vous voyez bien, vous voyez que sur la travée centrale, c'est marqué Marie-Antoinette, qu'à côté, il y a les torches, évidemment, des sans-culottes, et qu'il y a des faux, je ne sais pas d'où elles sortent, la Vendée sans doute. Bon, je vous montrerai à sans-culotte avec une faux, je serai content. Mais ce qui me semble encore beaucoup plus intéressant, c'est le drapeau. Le drapeau a été filoché. Ça, comme symbole, c'est inouï. C'est-à-dire que là, la violence a touché l'image nationale. Bon. Et il me semble que là, il y a matière à réflexion. Alors, matière à réflexion en disant entre autres choses. Bon, on veille à pas perdre de contact entre les générations. 2, on veille à comprendre que le rapport au passé, je ne dis pas à l'histoire. L'histoire, c'est ce que font les historiens. Le passé, il appartient à tout le monde. Alors, que ça plaise ou pas, y compris à ceux qui en font n'importe quoi. Mais on n'y peut rien. C'est comme ça. Bon, donc on fait avec. Et puis, moi, j'avoue aussi, brutalement, que ça ne m'intéresse pas de savoir ce qui est vrai, ce qui est faux. Alors, ça pourrait vous paraître scandaleux que je dise ça. J'essaie de dire des choses vraies en démontrant qu'elles sont vraies. Mais je passe ma vie à montrer, y compris chez mes collègues, qu'ils disent des erreurs. Bon. Donc, je ne vais pas dire que c'est dans les jeux vidéo qu'il y a du faux et que dans les livres d'historiens, il y a du vrai. Si c'était aussi simple que ça ferait longtemps qu'on le saurait. Donc, il est nécessaire là d'arriver à comprendre comment les stéréotypes, mais nous vivons tous sur les stéréotypes. Et nous n'y pouvons rien. Si je vous dis Charlotte Corday, même si vous ne connaissez pas la Révolution, vous dites c'est une folle. Bon, vous traversez la Manche, Charlotte Corday, c'est une sainte pour les Anglais ou pour les Américains. Et puis c'est tout, c'est comme ça qu'on les a élevés. Donc on ne va pas passer son temps à dire c'est vrai, c'est faux. On va essayer de comprendre ce qu'on peut en dire, je suis d'accord avec vous là-dessus, ce qu'on peut en dire aujourd'hui, ce que ça nous évoque, ce à quoi on est sensible,
pour essayer d'en faire quelque chose. Et il me semble que là, c'est pas dans la course au vrai-faux qu'il faut rentrer, mais c'est dans cette explicitation des choses, effectivement, et dans ce rapport, je dirais, à l'imaginaire qu'il y a derrière tout le rapport au passé, et que l'histoire qu'on enseigne et l'histoire qu'on fait essaie à la fois d'utiliser et de canaliser. C'est ça. Bon, voilà, c'est tout ce que je peux dire là-dessus. Avec, c'est vrai, j'étais très sensible aussi. Bon, j'ai joué un peu tout petit rôle dans l'histoire du scénario du jeu sur la Révolution française. Et quelque chose qui m'a beaucoup frappé, c'est que ce jeu était destiné à des millions de personnes. Un livre d'histoire, c'est des milliers. Un film, c'est quelques centaines de mille. Bon. Un jeu vidéo, c'est des millions. Et des millions, ça veut dire que les règles en vigueur au Japon ou aux États-Unis s'appliquent davantage que les règles françaises. Donc on a changé de monde aussi. Et ça, je crois qu'il faut vraiment, vraiment bien y réfléchir. Dernière chose, et je terminerai là-dessus, parce que moi j'ai beaucoup aimé ça. Vous savez sans doute que Robespierre a été reçu une balle dans la mâchoire le 27 juillet 1794. Personne ne sait ce qui s'est passé. Est-ce que c'est lui qui a voulu se suicider, ou est-ce que c'est les gendarmes qui arrivaient qui lui ont tiré dessus? Eh bien, moi je vais vous dire, quand j'ai vu Assassin's Creed Unity, avec l'héroïne Élise qui tue Robespierre, j'ai dit ça y est, on a enfin résolu. En même temps, cette anecdote, elle est intéressante parce qu'elle questionne, et là, peut-être qu'on pourra rebondir entre Thomas Guindeuil et puis Laurie Murier-André, voilà, sur cette question finalement de comment on reconstitue le passé, et notamment avec quelle véracité. Et alors, je vais tourner d'abord vers Thomas, finalement, un petit peu pour nous expliquer comment finalement vous remplissez parfois aussi peut-être des vides de l'histoire, parce que finalement, voilà, cet assassin de Robespierre, c'était un vide, on ne sait pas qui c'est, alors vous l'inventez. Est-ce que c'est aussi comme ça que vous avez voulu remplir Odyssée avec des maisons à la chaux blanche, à la sauce Y actuelle, pour remplir ces vides? Voilà, pourquoi vous surélevez des pyramides, même si vous aujourd'hui vous l'affirmez clairement et vous êtes même en capacité d'expliquer maintenant à vos joueurs. Donc voilà, comment ça se passe, pourquoi ces choix-là, et quelle part vous, dans le conseil scientifique aussi, puisque vous êtes conseiller scientifique finalement, vous occupez dans la production du jeu. Je vais peut-être éventuellement montrer mes slides maintenant, parce que du coup il y a des éléments de méthode, ouais, elles sont à la fin. Et d'abord pour répondre à ce qui vient d'être dit, en fait, quand on construit une œuvre de fiction, et ça reste une œuvre de fiction, même si elle est interactive, on va être obligé évidemment de jouer sur des stéréotypes beaucoup plus que sur des faits réels, comme ça. Et en fait, ce qui moi m'a d'ailleurs beaucoup intéressé, ça fait 2 ans que je travaille à ces projets-là chez Ubisoft, c'est que c'est quand même pas si éloigné que ça de certaines méthodes historiennes. C'est-à-dire qu'on va quand même aller plus vers du méta que sur du détail. Et en fait, on est rarement ici dans la recherche d'une vérité historique. Très clairement, ça n'a jamais été ça a peut-être pu déjà être formulé comme ça, mais en tout cas, on cherche de la crédibilité avant tout. De la crédibilité et de la logique, de la cohérence. Et à la limite, certains abus, notamment faire se rencontrer des personnages qui n'auraient clairement pas pu se rencontrer, des choses comme ça, s'ils permettent de faire comprendre les enjeux de la période, c'est un peu le message que j'envoie toujours aux équipes que j'accompagne, s'ils permettent de faire comprendre les enjeux de la période aux développeurs, parce que je vais y revenir, mais c'est d'abord mon premier public à moi, et aux joueurs ensuite, déjà, entre guillemets, la partie est gagnée. Je vais vous montrer, là, ce sont des éléments de méthode, en fait. Moi, j'ai parti à une petite équipe qui a été créée en fait, en même temps que votre participation à Unity. Elle n'existait pas encore à cette époque-là. Elle s'est développée avec le suivant, avec Syndicate, et elle a été particulièrement active sur Origins et sur Odyssey, mais aussi sur tous les jeux, tous les open world, en fait, d'Ubisoft utilisent ce type de méthode. En fait, on se construit en interne une espèce de base de documentation dont on maîtrise les sources. Pourquoi? Parce que les développeurs, c'est donc mon premier public, moi. Je dois d'abord faire de la pédagogie envers un public qui est plutôt
en général éloignés de ces questions-là, qui ne maîtrisent pas les enjeux de la période, par exemple. Et en fait, on va lui faire une vraie revue de littérature. On va lui faire une vraie revue de littérature, on va les confronter à des experts, et on va, encore une fois, contrôler les sources. C'est-à-dire que c'est pas une critique gratuite de Wikipédia, tout comme ça, qui est extrêmement utilisée par les développeurs, et d'ailleurs à raison sur plein de points. Mais on aime bien pouvoir leur donner une référence quelque part qui va être plutôt incontestable. Incontestable. Moins contestable. Légitime, merci. Le développement d'un jeu comme Assassin's Creed, c'est un va-et-vient constant entre la recherche à Paris au niveau de l'éditorial, donc la documentation dont je vous montre quelques pages, donc je vais être l'auteur principal par exemple. On a un site interne qui s'appelle le WTF, c'est le World Texture Facility, mais donc c'est le WTF, on sait très bien qu'on avait d'abord choisi l'acronyme. Et l'acronyme, en fait, et le site est développé à Paris, mais en relation avec les studios. Et pour un Assassin's Creed, il y a toujours un ou une historienne en studio. En l'occurrence, je peux dire son nom, elle s'appelle Stéphanie Anguillata. Elle a été la consultante interne à Ubisoft Québec tout au long du processus. Elle a fait un énorme travail qui se différencie un peu du mien d'ailleurs, surtout de beaucoup de recherche de références artistiques, justement. Et c'est... Enfin voilà, il y a un gros travail derrière. Et moi, en fait, j'ai administré et alimenté cette espèce de média interne que je vous montre. Il y a du texte, il y a des images, vous le voyez tout à l'heure, mais il y a des choses assez complexes comme ça, par exemple. Je suis pas sûr je pense qu'en fait on n'a que la partie émergée de l'iceberg dans le jeu aujourd'hui, mais il s'agit de la structure sociale de Sparte ici. Et en fait, l'idée est d'identifier dans l'histoire ce qui pourrait potentiellement être des opportunités de gameplay, d'ailleurs. Donc en fait, on est au-delà de la référence artistique, on est aussi dans la recherche. Les différentes catégories sociales de la Grèce antique sont des opportunités de gameplay. Vous en voyez un peu dans le jeu, vous le voyez un peu dans le jeu, c'est pas traité évidemment comme dans un livre d'histoire, ou même comme ce schéma qui d'ailleurs n'existait pas. Je me suis, voilà, c'est mon grand œuvre, mais vous avez trouvé, avec toute sa complexité, montrer qu'on pouvait passer d'une classe sociale à une autre dans la Sparte antique. C'est pas moi qui fais le travail de recherche évidemment à la base, c'est une synthèse de recherche existante. Je ne suis pas un spécialiste de la Grèce antique. Mais de l'Éthiopie médiévale. Et non, il n'y aura pas d'assistance dans l'Éthiopie médiévale. Je te renvoie Je laisse la parole à Laurie pour cette question justement, et notamment par rapport à l'antique. C'est plus un complément qu'autre chose. Oui. Non, le travail. Malheureusement, j'ai pas eu le temps de jouer au jeu entièrement à fond, de découvrir toutes les potentialités qu'il a. C'est assez génial de voir comment tu sais saisir les opportunités aussi historiques. Je reviens juste peut-être souvent sur, c'est toujours pareil, les reproches qu'on entend, mais de tous les côtés, je veux dire, pas simplement de spécialiste à spécialiste, on va dire, sur la question des anachronismes. Je pense vraiment qu'il y a des moments, en fait, où l'anachronisme il est nécessaire. Tu disais se faire rencontrer des personnages qui, si ça a une dimension qui aide à l'immersion ou à la logique narrative du jeu, etc., ou à tout ça ensemble, il ne faut pas s'en priver, il faut juste expliquer aux gens que c'est un anachronisme, c'est tout. Je prends souvent cet exemple aussi parce que finalement, il n'y a pas que le jeu vidéo qui est confronté à ça, il y a aussi tout l'univers cinématographique. Vous connaissez tous la sublime série Rome par HBO, qui a, voilà, on ne peut pas à l'heure actuelle faire un péplum après eux. Ils ont miné le terrain pendant 25 ans, les mecs, tellement qu'ils ont bien bossé, c'est juste un truc de fou. Et évidemment, ces gens ont travaillé avec des historiens, des archéologues, des historiens d'art. Il y a un magnifique travail, qu'on retrouve aussi dans ce que tu nous as montré. Et malgré tout, dans une scène phare de la série, qui en met plein la vue, le triomphe de César, où il y a cet effet de caméra, où on le suit, il se lève, il y a
les colombes qui se lèvent, c'est magnifique, et pouf, il est en face de l'arc de Titus. Petit problème là, hein, c'est pas né Titus encore, ok? Alors pourquoi ils ont fait ça? Pas parce que ces gens sont absurdes, d'accord? Arrêtons 2 minutes. Pourquoi? Parce que c'est une nécessité. Le spectateur a besoin de reconnaître le forum. Comment est le forum romain aujourd'hui? Avec l'art de Titus, c'est un élément clé, d'accord? Si on vous met à l'écran le forum à l'époque de César, même moi je pense que je ne pourrais pas le reconnaître, d'accord? Il faudrait vraiment en tout cas que je me rafraîchisse la mémoire, si je suis honnête. Donc voilà, et je pense que le jeu vidéo, il fonctionne comme ça. Il y a des anachronismes qui sont nécessaires et qui sont productifs. Donc, étant donné qu'on est dans un espace de la fiction, même si c'est une fiction à dimension historique, et même ça n'empêche pas la dimension pédagogique non plus, il faut laisser cet espace de création et il faut accepter que c'est un médium métis. Un espace, entre guillemets, neutre au sens de marque, j'ai pas envie de vous embêter avec de la philo, bon, bref, voilà. C'est pas, comme je disais tout à l'heure, c'est pas l'un contre l'autre, c'est et l'un et l'autre. Et on regarde ce qui se passe, voilà. Donc, ce que j'aime bien, en fait, avec ça, c'est qu'on n'a pas fini d'en parler, et on n'a pas fini d'échanger autour de ça, et donc ça permet de relancer, je pense aussi, des discussions, de remettre à plat l'histoire, de nous regarder, nous, et de regarder aussi les anciennes civilisations. Donc, voilà, il n'y a pas de... moi, je n'y vois que de la collaboration et du plus, mais peut-être suis-je un peu trop optimiste. Un tout petit mot pour dire que tous les problèmes qui viennent de se poser étaient déjà posés dans tous les romans historiques. On est bien d'accord, hein. On ne va pas faire l'énumération, hein. Mais 92 de Victor Hugo, mais c'est absolument fabuleux d'erreurs techniques. Et on s'en fiche. Alors justement, William, dans la classe, dans le quotidien de la classe avec les élèves, quelles interrogations le jeu vidéo, le jeu en classe, en tout cas le jeu vidéo, un outil pour apprendre, un outil à apprendre? C'est un petit peu la question, comment est-ce que vous faites? Alors, dans le cadre à la fois de la chaîne YouTube et de ce que je fais en classe, j'aime bien expliquer aux élèves, mais aussi du coup un peu aux spectateurs dans les différents épisodes. Tu peux peut-être mettre une des premières diapos, reviens en arrière, encore un peu, là, voilà, celui-là, cette diapo. Cette diapo, c'est moi qui l'ai construite à partir des propos de Roger Chartier, qui est le père finalement de l'histoire culturelle, entre guillemets, et qui me paraissait intéressant dans ses propos, c'est qu'il disait qu'il fallait resituer une œuvre culturelle à la croisée de 2 lignes de force, une verticale diachronique et une horizontale synchronique. Et donc si on replace finalement, parce que j'ai beaucoup utilisé Battlefield 1, je sors un peu du champ d'Ubisoft, mais du coup c'est la diapo juste après, juste la diapo d'après. J'attends les photos. Ah oui, donc je vais le mettre. Et donc si on prend Battlefield 1 que vous avez à la croisée de ces 2 lignes de force, en fait ce qui est intéressant c'est pas d'étudier Battlefield 1 pour lui-même, mais on pourrait mettre n'importe quel jeu en fait à la place de Battlefield 1. Il ne faut pas étudier le jeu seul, en dehors de son contexte. Le jeu est le fruit finalement d'une histoire du jeu vidéo, et si on pourrait comparer tous les jeux sur la Première Guerre mondiale et voir comment finalement les développeurs sont passés des premières simulations aériennes qui ne faisaient pas grand-chose sur la Première Guerre mondiale, à un jeu quand même qui, malgré toute la fiction et tout ce qui est un peu romancé, j'aurai l'occasion de le dire justement dans la classe, nous met en scène 6 récits de 6 vétérans de guerre qui sont traumatisés. Et les traumatisés de guerre, on n'en a pas beaucoup dans les jeux de guerre, parce que justement, tous les jeux de guerre veulent placer un héros qui, un peu comme Lys, rentre chez lui et reprend sa vie normale. C'est l'épopée parfaite. Et donc là, on a des jeux au contraire où les soldats ne retrouvent pas leur vraie vie. Et la ligne horizontale, finalement, c'est de comparer le jeu avec tout ce qui est produit en même temps sur la même période historique. Donc là, je vous ai mis quelques exemples, mais en gros, pendant que Battlefield 1 sortait sur la Première Guerre mondiale, il y avait la mission du centenaire qui était mise en place avec toute la littérature qui a été faite sur les sites de la mission. Il y a aussi d'autres jeux comme Soldat Inconnu, qui a un style tout à fait différent et qui pourtant veut parler de la même guerre, il n'en parle pas de la même manière. Là, on pourrait rentrer sur les débats historiographiques. Et puis vous avez du cinéma avec Au revoir là-haut, le film qui a fait beaucoup parler de lui, le film de Dupontel, ou des BD qui parlent aussi de la Première Guerre mondiale. Et donc voilà, l'idée, moi, en classe, c'est aussi de leur montrer ça et de montrer que les jeux vidéo sont des constructions qui sont faites, comme il le disait tout à l'heure, qui sont faites à plusieurs mains. Et des mains qui doivent parler ensemble, et c'est un ouvrage complexe. Ce sont des artistes qui vont s'inspirer du réel pour reproduire un paysage. Ça va être des scénaristes qui vont vouloir écrire un récit qui va se surimposer au récit historique.
Et ce sont aussi des level designers ou des game designers qui doivent écrire des règles du jeu, c'est-à-dire transcrire la matière historique en règles du jeu. Et ça, c'est hyper complexe pour eux. Et je pense que dans la classe, il faut interroger justement ces trois dimensions, c'est-à-dire le visuel, le game design et les règles du jeu, mais aussi tout le côté narratif. Et là, on rentre dans les débats sur les game studies, ceux qui préfèrent utiliser le ludique ou plutôt le narratif. Et du coup, ça fait quand même du jeu vidéo, il me semble, un médium culturel particulier parmi le paysage de ces médiums. Et justement, Vincent, quel obstacle finalement en termes didactiques, en termes d'enjeux pédagogiques, d'inégalité finalement de la culture ludique entre pratique savante, pratique populaire du jeu vidéo? Est-ce que vous pourriez nous éclairer un petit peu sur ces questions-là sur lesquelles vous avez travaillé? Non, mais en fait, pour aller dans le sens de tout ce qui a été dit, en fait, d'abord, l'idée de jouer avec l'histoire, c'est relativement ancien, ça a été évoqué. On peut penser à Dumas, on peut penser aussi à la période du jeu de rôle dans les années 80 qui a été. Et puis c'est pareil, on a eu le même mouvement, c'est-à-dire ceux qui s'appuyaient vaguement sur le matériau historique. On peut dire, il y a le travail d'Antoine Daufragne sur Donjons et Dragons. Même le Trône de Fer, à la limite, on pourrait y voir une inspiration du matériau historique. Après, et puis vous aviez déjà dans le jeu de rôle des choses, ce qu'on appelait les simulationnistes. Vous aviez GURPS, Grèce antique, qui était fait par des passionnés de... Vous aviez des jeux qui étaient d'une érudition sur le monde antique. Enfin voilà, vous avez un jeu qui s'appelle Miles Christi sur les croisades, qui a été aussi documenté. Donc en fait, cette idée de jouer avec l'histoire, elle est relativement ancienne dans la littérature, et puis dans la culture ludique contemporaine, on la voit dans le jeu de société énormément, et tout ça. Donc après, je crois que, à part des jeux très particuliers qu'on va appeler des jeux sérieux, des jeux éducatifs, la promesse d'un jeu, c'est jamais de vous dire que vous allez apprendre l'histoire en jouant aux jeux vidéo, ou vous n'allez jamais apprendre l'histoire, mais par contre, ça va contribuer à produire un imaginaire, un ensemble de représentations, et qui en gros ne vont rien résoudre des inégalités culturelles. C'est un peu ça le jeu. C'est-à-dire qu'au fond, ce que vous allez, on peut penser à soi, c'est le croisement d'une série de représentations sur l'histoire qui nous permet en fait de juger des œuvres entre elles ou de se faire une représentation plus ou moins fine. Je veux dire, on a l'importance d'Astérix dans notre représentation, je crois pour moi, mais globalement dans les enquêtes, Astérix est presque bien vendu, bien lu. Et donc Astérix a une place essentielle dans notre représentation de notre histoire, de l'époque romaine. Mais effectivement, si vous n'avez lu qu'Astérix, eh bien, votre imaginaire va être relativement homogène, hein, mais c'est par le croisement. Si vous regardez tout d'un coup la série Rome, qui elle aussi est discutable, vous allez... Donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est que c'est plutôt l'accumulation d'une série de représentations qui permet en fait d'affiner et d'avoir peut-être une connaissance un peu plus détaillée, un peu plus complexe. Et donc c'est en ça que je dis que ça ne résout pas les problèmes d'inégalité, c'est-à-dire que vous regardez PISA, vous regardez les enquêtes, c'est-à-dire que c'est surtout particulièrement en France, on a un système qui ne permet pas encore de réduire ces inégalités. Et si vous avez chez vous, où vous bénéficiez d'une diversité de pratiques culturelles, ben vous allez avoir un rapport, un rapport un peu critique, un peu plus fin à l'œuvre, quoi. Et quand vous faites des enquêtes, et dès les années 90, Pierre Bruno, un sociologue, parlait de ça. C'est-à-dire qu'il parlait des pratiques de riches, pratiques de pauvres. C'est-à-dire qu'il montrait qu'au fond, comment des enfants plutôt de milieux privilégiés avaient, dès les années 90, une capacité à pédagogiser leurs pratiques. C'est-à-dire qu'ils étaient capables de vous dire ah mais tu vois, quand je joue à tel jeu, c'est pas ça raconte ça aussi, et donc, et pas seulement en histoire, hein, c'est-à-dire tu vois, j'apprends un peu les maths, j'apprends un peu de... Et donc en fait, dans les enquêtes qu'on a, on se rend compte que c'est un... Donc j'étais tout à fait convaincu par le discours qui consiste à dire c'est des millions de personnes, ce serait dommage de ne pas le faire. Voilà. Après, ça ne résout pas le fait que parmi ces millions de personnes, certains ne font peut-être que ça, pour se représenter la Révolution française. Quand c'est les Américains, c'est plus chiant. Ils ont déjà des représentations, ça a bien marché. Mais alors, donc ça pose la question de la place, la place du jeu vidéo dans l'enseignement. Alors, c'est compliqué parce que
On voit bien, et je pense à effectivement il y a une pratique, il y a aussi Romain Vincent qui travaille beaucoup là-dessus et qui a commencé à faire un travail de recherche sur la façon dont les enseignants l'utilisent. Et pour l'instant, c'est très compliqué d'utiliser le jeu vidéo en classe. D'abord pour des raisons souvent très techniques, c'est-à-dire faire une session, jouer à Assassin's Creed une demi-heure, ça n'a pas grand intérêt. Donc pour l'instant, le statut du jeu vidéo dans le champ de ce que j'appelle l'éducation formelle, c'est-à-dire l'éducation scolaire, elle est encore complexe à trouver. C'est-à-dire trouver une pédagogie un peu efficace. Qu'est-ce qu'on fait parfois? C'est qu'on monte des vidéos. À ce moment-là, on retrouve en fait ce que les enseignants d'histoire faisaient avant, c'est-à-dire on montre un film historique et puis. Donc il me semble que les enjeux, en fait, évidemment dans l'éducation, mais là je laisse les spécialistes parler, mais que les enjeux c'est plutôt du côté de l'éducation informelle, c'est-à-dire comment faire en sorte que ces inégalités dans l'imaginaire qu'on peut avoir de telle période historique, on puisse les résoudre. Alors c'est peut-être le rôle de l'école, mais c'est peut-être évidemment parental, mais ça c'est plus compliqué. Mais c'est aussi le rôle des bibliothèques, de favoriser ces croisements des imaginaires. Et là-dessus, je crois que c'est vraiment le croisement des imaginaires qui permet d'avoir un regard un peu critique et de s'approprier en fait s'approprier les œuvres culturelles. Je crois que c'est William qui voulait. Juste rebondir finalement, pour reprendre et en finir avant de passer aux questions, si vous voulez passer aux questions. Dans le cadre de la pratique des jeux vidéo en classe, il va y avoir plusieurs choses qui sont possibles. Il y a déjà énormément d'utilisations du jeu qui sont faites partout en Europe. Donc on pourrait utiliser le jeu en évaluation, utiliser le jeu comme une porte d'entrée sur l'histoire pour ensuite faire des exposés. Donc c'est souvent une porte d'entrée et on peut simplement utiliser le jeu comme une simple image. Par exemple, les diapos juste après, quand j'utilise Battlefield 1 en classe, voilà, par exemple, voilà, on prend cette image, on essaie de comprendre comment elle est construite. Et au final, on travaille sur l'histoire, parce qu'on va travailler ensuite sur le statut des sources, c'est-à-dire comparer cette image du jeu avec la une du journal de décembre 1914, parler des traits, etc. Donc on peut travailler avec le jeu vidéo, c'est aussi permettre aux élèves de travailler d'une nouvelle manière avec les documents de source, avec les archives, et de travailler sur le statut de la source, le statut de la vérité. Il y a aussi une autre chose qui est importante, quand on peut travailler avec le gameplay, ça peut être un gameplay très court par exemple, mais vous prenez un jeu comme This War of Mine, vous interprétez un groupe de civils qui est dans une ville en pleine guerre qui est démolie, et en fait le gameplay du jeu, l'histoire ne va pas vous apprendre quelque chose d'historique, mais par contre le gameplay va mettre le joueur en position de dilemmes moraux qui ne seraient pas possibles de créer en vrai. On ne peut pas mettre les élèves dans une ville en guerre et leur demander de faire des choix moraux, c'est pas possible. Ou alors ce serait dramatique pour le pays. Mais du coup, dans le jeu, c'est possible de travailler ça. Il ne faut pas oublier que dans le cadre de l'histoire-géographie, en effet, tu rappelles que tu es historien géographe, mais nous sommes aussi professeurs d'enseignement moral et civique. Et les différents jeux vidéo, et qui ne sont pas forcément des jeux historiques, nous permettent de travailler l'éducation aux médias, à l'information, travailler l'esprit critique, et travailler aussi les dilemmes moraux. Et ça, c'est un outil en fait qui est puissant. Bon, derrière, vous avez la page de pub pour l'Académie de Lyon. Non, mais c'est un petit document qu'on a fait paraître là, récemment, 8 idées pour utiliser le jeu vidéo en classe d'histoire-géographie. Donc, ça prétend pas à l'exhaustivité, en tout cas ça lance quelques pistes que vient de lancer William. Voilà, que ce soit utiliser des teasers, analyser des vidéos extraites de jeux, confronter les jaquettes, très intéressant, les covers de pochettes de jeux vidéo, retracer l'évolution de Lara Croft, de voir comment elle est passée d'un modèle de canon de beauté à un autre. Voilà, ça va de jouer avec les cartes, de s'inspirer de ressources existantes. Je rappellerai notamment ici l'existence du portail Apprendre avec le jeu numérique d'Eduscol, qui permet de livrer non seulement des présentations de jeux, mais des scénarios de jeux, d'ailleurs de William et de moi-même notamment. Voilà, et puis pourquoi pas acheter une console de jeu au laboratoire. William est venu avec une PS4 aujourd'hui, on n'a pas eu le temps de la brancher, mais pourquoi pas en avoir une, si ce n'est que pour répondre aux ressources matérielles. Et puis, on sait aussi que bientôt on dématérialisera certainement les serveurs. Je crois qu'Ubisoft aussi travaille avec le ministère, pourquoi pas, à nous offrir le fameux mode découverte sur des serveurs externes. Voilà, on peut peut-être un jour accéder même dans nos salles de classe avec nos vieux Tagazu à des machines virtuelles qui nous permettront d'utiliser ces énormes jeux gourmands en technologie dans nos classes. Voilà, on voulait en tout cas tous les 6, on avait vraiment l'intention de vous laisser la parole. Donc je crois qu'il est temps qu'on se taise et qu'on puisse éventuellement échanger entre nous, répondre à vos questions. On vous remercie de votre écoute et
toutes les personnes qui sont autour de moi seront ravies de pouvoir échanger, parce qu'on avait vraiment voulu cette table ronde aussi sous ce signe-là. Donc je crois qu'il nous reste une vingtaine de minutes pour le faire. Voilà, la parole est à vous. Bonjour, je suis étudiant en histoire et créateur de jeux vidéo. Je vais vous poser une question sur Battlefield 1, qui avait été une... Je vais faire avec un micro. Bonjour. Ça marche? Oui, c'est bon. Bon, donc je suis étudiant en histoire, fan de jeux vidéo. Je voulais vous poser une question sur Battlefield 1, qui avait fait à sa sortie une petite polémique, puisque les soldats français n'étaient pas disponibles dès le début. Si je me souviens bien, si je ne dis pas de bêtises, et qu'ils n'étaient disponibles qu'en DLC, en supplément. Donc j'aimerais simplement poser une question comme ça sur cette représentation, pourtant la France qui était belligérant majeur, voilà, dans un jeu vidéo qui est effectivement tourné vers l'international. Je commencerai par répondre que le fait qu'il n'y ait pas les Français, finalement, c'est intéressant à travailler avec les élèves. En fait, un jeu, pour moi, hein, plus il va y avoir d'erreurs, plus c'est intéressant. Et en fait, en prêchant le faux, on va pouvoir aller vers le vrai. Il ne faut pas demander à un jeu de faire notre travail. Voilà. Donc pour moi, et on en discutait ce midi, je pense qu'on est tombé d'accord aussi dessus, un jeu doit être ludique, amusant, et pas forcément juste historiquement. Enfin, voilà, comme on disait tout à l'heure, il y a des anachronismes, etc. Mais un jeu doit être ludique. Alors après, c'est une remarque de français que j'ai fait sans vouloir vous offenser, hein, sans vouloir être méchant. C'est oui, nous, et les Français, ils nous manquent, les poilus nous manquent. Ils ont prétexté la sortie du DLC après, mais ils ont sorti un DLC, certes, on pouvait interpréter des Français dans le multijoueur, mais toujours pas, il n'y avait pas de récit de guerre qui mettait un Français en scène. Le seul Français, en vrai, que l'on voit, c'est le premier soldat, c'est un Harlem Fighters, qui est habillé, qui est équipé par un des Français. Et j'ai étudié cette scène avec les élèves, et justement, c'était intéressant de travailler avec eux, de leur montrer que l'armée française était composée d'autres soldats que uniquement des soldats français. Mais oui, on est d'accord que pour nous, il faudrait des soldats français dans Battlefield 1. D'un mot, pour vous fusiller un peu, est-ce que vous avez imaginé que dès 1914, il y avait des soldats italiens en France? En France? Que l'Italie n'est rentrée en guerre qu'en 1915. Mais, donc, ce sont vos stéréotypes aussi de Français, etc. etc. Et c'est là où les jaquettes de jeux sont très intéressantes. Parce que quand vous comparez la jaquette de FIFA aux États-Unis et de FIFA en Europe, vous avez en gros Messi et Griezmann sur l'image, et aux États-Unis, vous avez Messi et une femme. Donc c'est bien l'idée qu'on a un rapport culturel au jeu, et que la façon dont on produit, quand vous prenez les jaquettes de jeux, notamment qui se positionnent du point de vue, par exemple, des Palestiniens, notamment des productions syriennes, j'en avais une tout à l'heure à l'heure. Ce qui est assez intéressant, c'est que ce sont les mêmes codes, on va dire esthétiques et graphiques des jeux vidéo américains de combat, mais versus la sauce palestinienne. Donc c'est un Palestinien de l'intifada avec son lance-pierre que vous avez, mais les codes et la manière dont c'est véhiculé, c'est exactement la même mécanique, en tout cas en termes d'image et de représentation. Donc le jeu, on y revient, c'est un produit culturel. Et d'ailleurs c'est intéressant parce qu'on a Ubisoft à côté, mais Ubisoft a sorti Mémoire de soldats inconnus. Alors qui certes est un jeu aussi en partenariat avec le Centenaire. Mais le traitement qui est fait dans Mémoire de soldats inconnus est totalement différent du traitement qui est fait entre guillemets dans Battle. Et donc du coup il y a une espèce de friend touch aussi du coup dans le. Et là pour le coup c'est un studio de Montpellier. En fait. Donc ce sont des Français. Donc là les Français sont bien présents dans le jeu d'Ubisoft. Je n'ai pas tellement à rajouter sur ce qui vient d'être dit, mais Soldat Inconnu est développé à Montpellier, donc c'est du coup intéressant de voir que c'est un jeu centré sur des Français, parce qu'il a été développé en France aussi, forcément. Il est aussi intéressant parce qu'il a un rap, et c'est aussi parce qu'il a un gameplay totalement différent de Battlefield, hein, on n'est pas du tout dans le même type de jeu. On a un rapport aux sources qui est aussi intéressant, enfin, je sors un peu du sujet, mais qui permet, en l'occurrence, dans un contexte pédagogique, de montrer sur quoi on peut se baser. C'est qu'en fait, quand on finit un niveau, on a les sources, en fait, on a des coupeurs de journaux, des choses comme ça. Voilà. Mais non, par rapport à... Enfin, en fait, c'est la continuité de ce que je disais tout à l'heure. N'oubliez pas qu'un jeu est fabriqué quelque part par des gens, et en fait, il reflète
reflètent les stéréotypes et la vision de l'histoire du monde de ces endroits-là, ou l'addition, la somme de toutes les visions du monde de tous les gens qui vont développer. Question. Je vois le micro est revenu ailleurs. Je fais le même. Oui, bonjour. Je voudrais savoir parce que vous avez parlé des jeux historiques, est-ce que dans un jeu qui n'est pas forcément à caractère historique, est-ce que l'étude de l'histoire peut impacter le développement du jeu? Je ne sais pas si c'est pas très clair. Je pose du point sur. En fait, la démarche que je vous ai montrée là, sur un assassin, elle est la même sur un watchdog, où en fait, vous avez strictement la même tout le temps. En fait, à chaque fois que le monde est un petit peu dense et nécessite des logiques un peu complexes, en fait, on met en œuvre, on n'est pas les seuls, je parle pour Ubisoft, mais dans le secteur ça se fait. En fait, Rockstar a été assez leader là-dedans assez longtemps, ça a été fait, il y a des recherches très pointues qui ont été faites, alors pas forcément en histoire, si on parle si on se situe dans le San Francisco de la Silicon Valley comme Wajep 2, en fait on a une étude géographique en fait, qui a été menée avec compilation de chiffres, criminalité par quartier, là pour le coup j'ai pas d'image à vous montrer, mais il y a des choses assez belles qui ont été faites en amont et qui pour le coup sont des choses que vous ne voyez pas directement dans le jeu, mais en fait elles sont là, et il y a une démarche de documentation similaire qui est faite. Voilà. Et éventuellement, pas spécifiquement un rapport à l'histoire dans ce cas-là. Et même dans les... on a fait ça tout à fait, y compris quand on regarde aussi d'autres jeux qui n'ont pas de support de narration historique, mais on a toutes ces questions qu'on a travaillées sur les représentations et les images et les stéréotypes qui sont présents. Que ce soit, si vous prenez dans les jeux de combat, par exemple, intéressant de regarder la place des femmes et la manière dont les femmes combattent. Beaucoup plus difficile de gagner à Tekken avec une femme qu'avec un garçon d'un point de vue des combos. C'est même intéressant, je vous renvoie aux travaux de Fanny Lignon, notamment, qui a fait paraître un ouvrage collectif qui s'appelle Genre et jeux vidéo. Par exemple, elle travaille actuellement sur la manière dont les filles meurent dans les jeux. Alors quel que soit le jeu, notamment des jeux de combat, parce qu'elles meurent de manière assez différente. Je pense aussi à des géographes, je parlais tout à l'heure de Samuel Ruffa et Termination avec lesquels Vincent Berry a travaillé, et Vincent pourrait peut-être nous en dire davantage là-dessus, mais ils ont travaillé beaucoup sur GTA par exemple, et sur cette question de l'espace. Ce sont des géographes. Quel territoire, quelle map se construit dans le jeu, espèce de territoire infini, quelle image aussi du coup de la démocratie est véhiculée à l'intérieur de GTA. Donc en fait finalement, il y a la toile de fond historique et les problématiques, elles se posent quel que soit finalement le jeu. Voilà. Sur l'histoire, c'est le rapport à notre passé qui est questionné, mais du coup c'est aussi un champ peut-être davantage politique qui revient derrière, je ne sais pas, et qui nous questionne. Je crois que monsieur avait une question, je pense que vous complétez. Oui, bonjour. Je veux qu'on revienne sur... Il faut rapprocher le micro, je pense. Allô ? Mais c'est bon. Sur le graphique, sur l'évolution des jeux dans les 4 périodes historiques. Parce que... On en avait plein, on va pas tout montrer, vous voulez vraiment vous laisser la parole. Comment on s'expliquait la chute de tous les jeux à partir de 2013 ? C'est la pire réponse que je dois faire. Je vais faire comme quand je ne sais pas quoi répondre. Je ne peux pas l'expliquer. Pas parce que je ne sais pas, enfin parce que je n'ai pas cherché. Mais en effet, c'est troublant. En 2008, c'est troublant. Il faudrait faire le tri dans ce graphique. Il faudrait trier les jeux mainstream, donc les jeux qui ont des AAA, en fait, les jeux qui sont faits par des gros développeurs, Ubisoft, Electronic Arts, Activision, etc. Faire le tri entre ces développeurs-là, ces studios, les studios indépendants, faire le tri aussi entre peut-être les grandes franchises, peut-être déjà 2008, je ne sais pas s'il n'y a peut-être pas de grands jeux qui sont sortis, donc c'est-à-dire pas de DLC pour compléter. Voilà, ce graphique a été construit à partir des chiffres du site Historia Games, qui est une mine d'or pour nous, parce que ça catalogue tous les jeux en fait, et c'est un avantage d'aller sur Wikipédia. Mais en effet, il faudrait faire un tri. Et il faudrait poser cette question, pourquoi la période contemporaine a chuté en 2008. Exactement, à toutes les périodes.
Non, je serais vraiment curieux de savoir, mais là c'est le sociologue et le prof de méthodo, c'est-à-dire en fait pour moi, non mais c'est-à-dire que je pense qu'il doit y avoir des effets d'échantillonnage dedans, parce que qu'est-ce que vous faites de Wolfenstein 3D? Vous mettez en jeu historique ou pas? Quand vous tuez des faux nazis, mais ça renvoie à la question des nazis, donc je pense qu'il doit y avoir aussi des effets, enfin, à vue de nez, je pense qu'il y a des effets d'échantillonnage dedans. J'avais besoin de répondre. Question que je vais peut-être un peu formulée, mais j'essaye. En gros, dans le, puisque tu regardes dans le dernier, dans l'origine, il y a le Discovery Tour. Et je prends l'exemple, par exemple, pour Battlefield 1, il y avait aussi une petite polémique parce qu'il y avait des fusils mitrailleurs dans le jeu, ce qui n'était pas très, très réaliste pour l'époque. Et du coup, c'est ce que j'ai pensé, ouais, encore plus aller plus loin dans cette démarche, c'est-à-dire avoir d'un côté quelque chose qui va se baser vraiment sur le divertissement, et dans les jeux, des modes, dans les jeux par exemple, historiques, des modes qui vont être beaucoup plus dans le réalisme, qui vont pas être des modes qui vont principalement s'adresser à un joueur pour le divertissement, du coup, mais vraiment, par exemple, pour des classes, vraiment développer une espèce de section qui va se concentrer sur le réalisme historique, et encore plus poussé que le Discovery Tour d'Assassin's Creed. Je peux difficilement savoir exactement ce qui vient, en fait, en termes de tendance lourde dans le jeu vidéo, en termes d'utilisation éducative, tout ça. Pour revenir sur le Discovery Tour, en fait, l'idée, mais c'est pas une même chose que cette idée-là, c'est pas tout à l'heure qui disait qu'en fait c'était enfin une séparation entre deux modes de jeu. Enfin, non, c'est toi. En fait, dans les premiers, en fait, les deux modes de jeu étaient quelque part un peu mêlés. En fait, on avait des éléments d'explication qui venaient interrompre le gameplay. Et donc, en fait, clairement, là, c'est un aboutissement de cette démarche en séparant les deux. Donc déjà, on y est un peu. L'idée d'ailleurs derrière le Discovery Tour, c'est de prolonger l'expérience de jeu d'une façon différente. C'est justement, en fait, c'est d'aboutir à cette séparation-là. Est-ce qu'on peut aller plus loin? C'est difficile à dire parce que pour ça, il faut aussi qu'il y ait un besoin, en fait. Il faut qu'il y ait une demande pour ce type de mode. Clairement, il y a une envie de prolonger l'expérience de cette façon-là. J'ai bien aimé l'exemple de Fortnite tout à l'heure où tu disais que ta fille n'avait pas du tout la même utilisation que ton fils. Et en fait, c'était déjà quelque chose qui était constaté dans Assassin's Creed. En fait, il y avait deux utilisations différentes du même univers de jeu. Dans une interview récente, le directeur créatif de Odyssey expliquait qu'il y a un petit peu de magie dans certains coups dans Odyssey, etc. Ce qui n'est pas forcément toujours hyper bien accueilli par la communauté de joueurs d'Assassin, qui cherche du réalisme justement dans toutes les actions de jeu. Et lui-même expliquait que, mais en fait, c'est justement une liberté qu'on laisse aux joueurs. En fait, vous n'êtes pas obligé d'utiliser la magie. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser la magie pour gagner, en fait. Donc, vous pouvez décider d'être réaliste, de jouer le jeu comme un guerrier grec de l'époque. Voilà, je ne suis pas sûr de répondre totalement à cette question. Je pense que d'autres initiatives viendront. Il n'y a pas de raison parce qu'en fait, c'est une tendance et pour l'instant, au-delà de, il y a l'utilisation en salle de classe, mais il y a une demande par les musées aussi. Il y a une utilisation clairement. Les Assassin's Creed n'ont jamais eu vocation à être des cours d'histoire en l'occurrence, mais par contre, ils ont toujours eu vocation à faire apprendre 2-3 petites choses à leur public. Et donc, évidemment, il y a une utilisation en termes d'éducation domestique, j'ai envie de dire, dans les foyers. Le Discovery Tour d'Origins a finalement peu été utilisé dans les classes de fête. Par contre, il a certainement été utilisé dans plein de maisons. Et je pense qu'il n'y en a pas. On devrait arriver à d'autres propositions de ce genre. Mais... Oui, mais si vous me permettez, j'aimerais réagir un peu fortement à ce que vous venez de dire. Parce que je dirais heureusement qu'il n'y a pas de réalisme. C'est pas possible.
Vous n'allez pas représenter, mais par quelque moyen que ce soit, ce que c'est qu'une exécution capitale, ou ce que c'est qu'un égorgement dans une guerre civile, excusez-moi, ou ce que c'est aussi que être embêté pendant 15 jours à monter la garde pour rien dans la guerre 14-18, avant que des obus me tombent sur la tête. C'est ça la réalité. Un jeu où on passe 15 jours à s'embêter, je pense que ça vous désespère. Non, moi il me semble, si vous voulez, que l'histoire doit enseigner le recul. Et que ce qui me ferait vraiment peur dans un jeu, c'est que si ce jeu supprimait la réaction d'adhésion pour qu'on soit tellement fondu dans l'action qu'on tue l'autre avec le plaisir qu'éventuellement on met à tuer pour de bon. Et il me semble que si on joue, il faut qu'il y ait le recul, qu'il y ait la division, qu'il y ait la séparation. Sans ça, c'est dangereux. Et il y a une autre chose qui vous fait peur, je vais vous laisser un micro. Alors qui moi en tant qu'enseignant, je trouve très intéressant dans la pratique du jeu, c'est le fait que l'élève ait le droit à l'erreur et puisse rejouer. Et vous, il y a ce qui vous fait peur dans les jeux vidéo, c'est la boucle temporelle, cette possible faire que la sauvegarde, alors vous vouliez des sauvegardes payantes à midi, pour forcer le joueur à ne pas mourir. Qu'est-ce qui vous dérange? Pour le dire autrement, si vous voulez, si je le dis autrement, quand vous êtes dans un film, il y a très peu de cinéastes qui ont fait des films smoking or no smoking, c'est loin, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, soit on fait quelque chose, soit on fait autre chose. Et donc le film donnait deux solutions. Dans un jeu vidéo, vous avez la possibilité de tuer 10 500 fois la même personne toute la journée. Bon. Et ça veut dire concrètement, pour moi c'est très choquant en fait. Et c'est très choquant parce qu'un acte pareil implique une responsabilité. En tant que prof d'histoire, alors là je suis vraiment un peu basique, hein, je vous demande pardon, mais s'il y a quelque chose à apprendre de l'histoire, c'est l'irréversibilité. Ce qui est fait ne sera pas refait, ce qui a été fait ne pourra pas être effacé. On pourra pardonner, on pourra faire tout ce qu'on veut, mais ce qui est fait, basta. Bon. Or, dans le jeu vidéo, c'est comme si on avait le droit de faire n'importe quoi. C'est pour ça que j'avais proposé que Ubisoft fasse payer les mauvais joueurs, et paf, 500 € d'un coup pour qu'au moins ils soient un peu responsabilisés. Mais je ne plaisante pas. Hein, bon, je ne ferai pas une affaire morale absolue, parce que j'ai appris aussi que c'était plus compliqué que ça, donc je vais être prudent. Mais il me semble malgré tout que cette question de la responsabilité, si je continue, c'est va être le côté vieux machin, mais c'est peut-être l'époque aussi qui permet de se déresponsabiliser de quelque chose qu'on pourra indéfiniment reproduire. Ben non, c'est pas possible. On ne pourra pas reproduire les choses. Et ce qui se passe en ce moment, même le beau soleil dangereux d'aujourd'hui, c'est aussi la preuve que ce qui est enclenché va être difficilement réversible. Je vous souhaite quand même une bonne après-midi. Peut-être pour répondre, et on ne sera peut-être pas d'accord, mais moi j'ai aussi une idée autour des uchronies, c'est-à-dire des jeux qui racontent une histoire qui ne s'est pas passée. On pensait de Wolfenstein tout à l'heure. En effet, on n'utilise pas Wolfenstein, on en parle, hein, c'est un jeu trop violent, on est d'accord. Mais l'idée de pouvoir utiliser même des jeux comme Civilization, ou des jeux où finalement on part d'un point T historique qui est vrai, dans les situations historiques vérifiables, et à partir du moment où le joueur prend la main, en fait, l'histoire est totalement différente. Et en effet, on peut revenir indéfiniment à ce même point et faire une histoire qui est différente. Et en effet, on ne peut pas faire apprendre l'histoire avec des jeux comme Civilization, enfin, on ne peut pas faire apprendre le cours de l'histoire et le récit de l'histoire, mais on peut éventuellement leur faire apprendre qu'il y a des récits possibles et que finalement l'histoire ne se résume pas à une succession des événements, mais que c'est une suite peut-être de hasard, une suite de décisions. Et j'adorerais pouvoir faire en classe, mettre tous mes élèves devant une partie et comparer leurs résultats et leur montrer finalement qu'en fonction de ce qu'ils pensent, en fonction de leurs idées, en fonction des injonctions, en fait, il y en a un qui, j'ai pas le temps, je clique, je lis même pas, je clique. Il ne va pas arriver au même résultat qu'un joueur qui va peser ses choix, qui va dire je vais plutôt m'axer sur l'économique, etc. Moi j'ai plutôt choisi le fascisme parce que c'est le plus simple. Ouais, par exemple, c'est plus compliqué que le fascisme. Bien sûr, c'est toujours plus compliqué que le fascisme. C'est un jeu de démocratie libérale, quand même. Très difficile d'arriver à la fin avec le communisme. On pourrait dire beaucoup de choses là-dessus, mais voilà, l'idée qu'on peut leur faire comprendre que l'histoire c'est aussi une suite de choix, et étudier ces choix, et je crois que surtout pour des élèves de collège, leur expliquer que leurs choix vont avoir une importance, orientation, tout ça, enfin bref, il faut qu'ils travaillent à l'école. Bonjour, vous avez piqué ma curiosité de professeur d'histoire et géographie.
Vous avez parlé des pyramides qui étaient représentées trop haut. Enfin, je joue pas du tout, donc je sais pas. Mais voilà, stop. Là. Pourquoi ces 2 pages de manuel? Ça c'est moi. On explique après, du coup, pour répondre sur la hauteur des pyramides. Oui, bah vas-y. Voilà, juste les manuels. Le manuel, en fait, voilà, moi l'idée c'était de mettre en perspective et de comparer en fait plusieurs représentations du site de Gizeh. Et que, justement, pour répondre à la question, est-ce qu'on peut montrer le Discovery Tour, est-ce qu'on peut montrer Assassin's Creed avec nos élèves? Donc là, il y a 2 illustrations. Il y a un dessin de Jean-Claude Colvin, qui était consultant sur Assassin's Creed Origins, et qui est un archéologue et dessinateur. À droite, il y a la représentation, finalement, dans le jeu, à partir de la représentation de Jean-Claude Colvin. Et moi, du coup, je me posais la question, est-ce que si je montre le dessin de Jean-Claude Colvin, est-ce que si je montre Assassin's Creed Origins ou si je montre, tu peux passer juste la diapo d'après, les fameuses 2 pages de manuel, quelle différence on fait et quelle valeur on accorde aux 2 reconstitutions qui se trouvent en bas des pages, qui sont des dessins dont je ne sais pas qui les a faits, je ne sais pas quand ils datent, je ne sais pas quelle est leur inspiration, et pour moi ça me paraissait finalement aussi intéressant de montrer Assassin's Creed Origins, qui est une construction, qui est un dessin, autant que ces 2 reconstitutions-là. En 2 mots, quand on crée un monde ouvert comme Origins, avec l'Odyssée, on joue avec les échelles. Donc, de façon générale, on peut traverser j'ai pas essayé personnellement, on peut traverser la Grèce antique à cheval dans le jeu, je pense en un temps qui n'a rien à voir avec le temps réel. Et en fait, c'est que justement, on a raccourci les échelles, on a diminué les villes, on a joué avec les échelles. Et donc parfois, on va agrandir un bâtiment, notamment pour qu'il puisse être visible, de loin. Et c'est notamment le cas dans Origins. Il y a clairement un choix de visibilité. Et un tout petit complément, ça participe aussi de manière très générale à l'esthétique qui se dégage, mais vraiment là c'est sur un grand plan, qui est vraiment l'esthétique de la maximisation. Ça c'est le propre du jeu vidéo, on vous en fout plein la gueule. Pareil pour les Pépom, Olivia. Et ça c'est un travail, ça c'est la signature en fait, d'une modalité de réception de l'anti-vidéo, de la construction du jeu vidéo aussi. Bon voilà, il y a les problèmes que mon collègue a évoqués, il y a aussi l'esthétique générale. Et ça, vous aurez toujours des bâtiments qui sont beaucoup plus grands que la réalité. Voilà. Ça fait partie aussi de tout ce rapport à l'espace aussi. Je crois que c'est un des articles qui est dans le volume auquel a participé Vincent Béry, qui est évoqué sur l'expérience de la dilatation du temps et de l'espace, etc. Voilà, tout ça, c'est la base. Alors on pourrait, je pense, en parler encore des heures. Il faut qu'on libère la salle. Jean-Clément Martin s'excuse, il avait une autre communication derrière, donc il a dû nous quitter un petit peu. Je vous remercie en tout cas de votre